Oui, nous allons faire un grand plan et un gros plan sur lui. Il s'agit de notre nouvel invité, c'est Jocelyn Angloma, guadeloupéen, ancien pro, sélectionneur et entraîneur. Il est diplômé, il vient tout juste de passer ses diplômes, il est complet, il peut aller entraîner n'importe où, en Afrique ou aux États-Unis ou même en Europe. Jocelyn, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Merci Jocelyn d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. C'est peut-être un peu rare, mais bon, ça fait plaisir. Et puis nos amis africains qui ont joué avec vous seront très heureux aussi de vous revoir. Et puis même en Europe, parce qu'Africa 24 est vu un peu partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout. Et puis Zeb Kouété, qui est toujours avec nous, qui est ancien manager de la Fédération togolaise de football, deuxième vice-président de la Ligue, et puis membre de la commission d'organisation. Et puis bien entendu, notre éditorialiste, que je ne vous présente plus, M. Saïd Afizi. La question de l'AFC, souhaiteriez-vous que la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, change de date et passe de 2 à 4 ans? Pourquoi? Vous n'hésitez pas, vous allez toujours sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'émission. Et pour le dossier, il s'agit du troisième tour presque décisif de la Coupe d'Afrique des clubs. C'est après ça. Et nous allons retrouver notre rédaction pour ces matchs qui ont eu lieu les 2, 3 et 4 juin sur tous les terrains d'Afrique. Regardez cette analyse et ces commentaires. La troisième journée des phases de poule des compétitions africaines s'est jouée ces 2, 3 et 4 juin 2017. En Ligue des champions de la CAF, dans le groupe A, malgré son match nul à domicile contre Al Hilal sur le score d'1 but partout, l'Étoile du Sahel conserve la tête. Le Ferroviario Beira réalise la bonne opération en s'emparant de la deuxième place suite à sa victoire 1-0 contre Al Marer. Dans le groupe B, Al Ahly de Tripoli est allé s'imposer sur la pelouse des Caps United sur la marque de 4-2. Les Libyens grimpent à la troisième place à égalité de points avec l'USM Alger qui est allé tenir en échec le Zamalek 1 but partout. Dans le groupe C, Mamelodi Sundowns s'est incliné à domicile 2-1 face à l'Espérance sportive de Tunis. Occasion saisie par le Kedus Georgis pour occuper la deuxième place après sa victoire 1-0 contre l'AS Vita Club de Kinshasa, toujours lanterne rouge. Dans le groupe D, les Zambiens de Zanaco sont désormais leaders suite à leur succès face au Coton Sport de Yaoundé 2-1 à égalité de points avec Al Ahly, vainqueur de Wydad de Casablanca sur le score de 2-0. En Coupe de la Confédération, Kampala City Council est classé deuxième du groupe A après son succès contre Rivers United. Dans le groupe B, le CS Sfaxien prend les commandes après sa large victoire contre le Platinum Stars 3-0. Dans le groupe C, Zesco United domine les débats après avoir battu Libolo 1-0. Enfin, dans le groupe D, il n'y a pas eu de vainqueur dans le choc du haut de tableau entre le tout-puissant Mazembe et Supersport United qui se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Quant à Mounana, il poursuit sa descente après sa défaite à domicile 1-0 contre Oroya. Voilà, nous allons voir les tableaux tout d'abord pour la Ligue des champions, pour confirmer ce que disait notre confrère avec le groupe A, Étoile du Sahel, qui se détache avec 7 points devant Al Hilal, 4 points. C'est bien sûr le groupe A de la Ligue des champions. Nous allons voir le groupe B. Zamalek est toujours leader avec 5 points. Zamalek qui a fait match nul avec USM Alger, 1 but partout. En groupe C, maintenant, vous allez voir que c'est le S Tunis qui est seul en tête. Les Tunisiens qui marchent très bien dans cette compétition. Et puis en groupe D, toujours pour la Ligue des champions, Zanaco Cotonou Sport, 2-1. Zanaco leader, co-leader Al Ahly et Wydad Casablanca est troisième avec 3 points. Pour la Coupe de la Confédération maintenant, nous allons voir les classements et les résultats. Tout d'abord, pour le groupe A, eh bien, Fous de Rabat est en tête avec le club africain. Pour le groupe B maintenant, le Sfaxien, c'est le leader avec 6 points devant MC Alger. Un groupe C maintenant, Zesco United, 6 points devant Hilal Obayed. Et puis en groupe D, Mounana qui a perdu devant Oroya 1-0. Et puis TP Mazembe, mauvais résultat pour le TP Mazembe, 2 buts partout contre Super Sport, donc co-leader, Super Sport et TP Mazembe. Saïd, qu'est-ce que vous retenez justement de ce troisième tour? Est-ce que les jeux sont faits pour certaines équipes? Non, les jeux sont loin d'être faits. Ce qu'on peut retenir par contre, c'est que malgré tous les problèmes géopolitiques, les problèmes qui se passent dans certains pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, etc., on voit que sur la Ligue des Champions, sur les 4 groupes, il y a 2 clubs tunisiens en tête et 2 clubs égyptiens. Le Zamalek, Al Ahly, l'Espérance et l'Étoile sportive du Sahel. Donc là, malgré tout ça, ça reste grâce aux infrastructures, au professionnalisme, etc. Il y a toujours ça qui va rester et qui va, malgré les coups durs, qui va toujours
faire que les clubs s'en sortent dans ces compétitions-là. Sur la Coupe de la CAF, on voit aussi le FUS de Rabat de présent. Un peu déçu de la prestation du TP Mazembe qui concède le nul. On voit que là, le TP Mazembe a une génération assez vieillissante avec Mputu, etc. Il va falloir penser à se renouveler un petit peu pour continuer la progression qu'ils avaient entamée. Oui, je sais. Est-ce que c'est une coupe que vous avez suivie? Quel regard avez-vous sur le football africain? Non, je ne mentirai pas. Je n'ai pas suivi, pas trop en tout cas, parce que je l'entends parler. Il y a des noms qui ne sonnent pas, mais c'est vrai que le TP Mazembe, oui, parce que bon, c'est sûrement le plus connu de ces clubs. Il y en a pas mal, il y en a pas mal d'autres, mais c'est vrai que c'est... On se retrouve peut-être un peu loin de tout, même s'il y a Internet, un peu, il y a la télé et tout, mais bon, c'est vrai qu'il faut se renseigner, mais peut-être un peu plus par rapport à la Coupe d'Afrique, oui. Et puis avec, bien sûr, les gens que j'ai connus. Et puis les clubs tunisiens, vous avez vu les clubs égyptiens qui marchent très bien dans cette compétition. Ces deux footballs-là, égyptiens et tunisiens, c'est un football qui vous a toujours plu? Oui, comme souvent, parce que bon, on les a souvent vus, il est vrai, dans la Coupe d'Afrique qui représente toujours bien leur pays, bon, que ce soit les équipes ou les nations, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont montré énormément de talent. Il y a bien sûr le Togo qui a besoin peut-être de grandir. Exactement. Et surtout avoir une stabilité, comme pas mal d'équipes, mais il y en a d'autres qui ont cette stabilité. L'Algérie, qui est une équipe qui est très forte, c'est surtout par les talents, c'est l'association des talents, mais bon, quelquefois qui n'arrivent pas peut-être à aller au bout. Exactement. Alors, il n'y a pas d'équipe togolaise dans cette compétition, à ce niveau-là. Oui, parce que nous sortons d'une crise et que le championnat a commencé il y a un an et nous sommes à la 26e journée. Et la dernière, bon, on n'est pas engagé pour cette compétition. Mais ce qu'on peut retenir dans l'analyse, la plupart des clubs maghrébins, enfin l'Afrique du Nord, ont plus, je dirais, de vivacité. Parce qu'ils ont des infrastructures, des terrains, l'organisation, le stage et tout ça. Mais quand on vient vers l'Afrique sahélienne, par exemple, eh bien, la plupart de nos terrains sont des champs de patates. Il n'y a pas d'organisation. Mais quand on va à Tunis, à Alger, à Casablanca, quand vous voyez des stades, vous avez envie de jouer au football. Oui, ils font beaucoup d'efforts, il faut le dire aussi au Maghreb pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Mais ça va y aller. Oui, nous allons revenir sur les éliminatoires de la CAN, justement, avec les équipes africaines qu'il faudra surveiller de près, avec l'Algérie notamment, la Tunisie, ce sont des pays du Maghreb, l'Afrique du Nord en quelque sorte, Maroc et Égypte. Alors, notre confrère Yacine Bouali nous parle du retour sur la scène internationale, justement, des Égyptiens, les pharaons. Écoutons Yacine. L'Égypte fait partie c'est l'un des ténors de l'Afrique. Malheureusement, la situation interne du pays n'a pas permis à cette nation de pouvoir rester au sommet du football africain. Mais dès qu'un semblant de stabilité est revenu, on revoit les clubs égyptiens à la une des compétitions africaines, des différentes coupes africaines. C'est l'un des championnats les plus forts, les plus puissants financièrement. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils reprennent leur place parmi le Gotha africain. Oui, vous corroborer les propos de Yacine, vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui, parce que déjà, quand vous voyez que, au niveau déjà des supporters, quand vous voyez sur le stade du Caire, le stade principal du Caire, quand vous avez 100 000 personnes qui viennent acclamer leur équipe, 100 000 personnes, vous voyez que le Caire, je crois que c'est la ville la plus peuplée de toute l'Afrique avec Lagos, donc c'est une force considérable. Après, au niveau du niveau purement footballistique, je pense que le championnat tunisien est légèrement au-dessus. Le championnat tunisien, l'Étoile du Sahel, le club africain, l'Espérance sportive de Tunis, c'est des clubs
qui sont vraiment très professionnels, que ce soit dans la gestion des contrats, dans la formation, les académies qu'il y a, etc. C'est un cran au-dessus. Par contre, en termes d'histoire populaire, Al-Ahly, Zamalek, on ne peut pas faire mieux sur le continent africain. Merci. Et puis il y a la Côte d'Ivoire. José va nous dire aussi tout à l'heure ce qu'il pense de cette équipe ivoirienne qui est un peu déçue pendant la dernière CAN. C'était au Gabon. Et nous écoutons Guillaume Mamo, qui est président d'un terrain pour tous et qui nous dit ce qu'il pense. Il est ivoirien, ce qu'il pense justement de cette équipe ivoirienne avant le premier affrontement en CAN 2019. Nous l'écoutons. Oui, un petit souci technique. Alors, je disais la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une équipe qui vous a impressionné sur le continent? Peut-être le Cameroun aussi, oui? Comme souvent, on voit souvent ces équipes-là en Coupe du Monde, mais il est vrai que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une association de qualité, de valeurs et tout, qui quelquefois n'arrive pas à prendre. Mais on sait très bien que ces joueurs-là ont énormément de qualité. Bon, inutile de les citer, on les connaît tous. Yaya Touré, même s'il a arrêté, Aurier qui est en ce moment. Mais c'est souvent cette perte, je dirais, une forme de, je dirais pas de perte d'identité, mais par rapport au club, par rapport aux équipes, ces joueurs-là n'arrivent peut-être pas à faire, comment on dit ça, ce groupe qui permet quelquefois d'aller au-delà je dirais, des résultats, c'est-à-dire arriver à avoir un groupe et pouvoir aller batailler avec certaines équipes, notamment en Coupe du Monde, parce que c'est quelquefois on a envie de voir, pas seulement en Afrique, la Coupe d'Afrique, mais seulement en Coupe du Monde, voir ces équipes-là aussi se représenter, enfin ces nations se représenter vraiment l'Afrique, entre guillemets. Exactement, et vous avez raison, effectivement, Jocelyn. Et nous allons écouter justement Guillaume Mamo à propos de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réussi à attirer vers elle, on va dire, depuis l'année dernière, une douzaine de binationaux. Mais ce qui est important de préciser, en fait, c'est l'engouement aujourd'hui que ces jeunes ont pour porter le maillot. Donc moi, ce que j'aimerais, enfin, petite critique, c'est de faire la part des choses entre des joueurs qui ont envie de jouer pour le pays depuis toujours. En fait, c'est une évidence. Et des joueurs qu'on force, qu'on appelle, on essaye de pousser en fait vers l'équipe nationale. Ça veut dire qu'on a une forte masse de jeunes formés sur place. On a beaucoup de recruteurs sur les compétitions de jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont confrontés aujourd'hui à un frein au niveau des équipes seniors. Zeb Kouete, nous allons nous tourner vers vous pendant 3 minutes à peu près pour parler du Togo. Alors Claude Leroy, vous approuvez tout ce qu'il fait en ce moment, mettre des jeunes à la veille de 2 compétitions importantes. Vous êtes d'accord avec lui? Nous allons voir d'ailleurs en image l'équipe du Togo et Claude Leroy. Vous êtes satisfait de son boulot? Pas à 100%, mais le début a commencé. Un bon début. Un bon début. Voilà. Vous pensez qu'il peut amener l'équipe du Togo Bon, les choix techniques, souvent, en tant que aussi acteur de ce football-là, bon, on peut discuter. Mais quand il nous a déroulé un peu son plan, ben, on attend de voir Ouais. Claude Routob, ça vous dit quelque chose? Qui? Claude Routob, un petit jeune Togolais qui joue à Paris. Oui. Oui, ça vous dit, il a son avenir en équipe nationale? Oui, et bon, ils sont nombreux à taper à la porte de la sélection. Oui. C'est toute une stratégie. Il y a plus de 20 Togolais qui veulent aller en sélection. Ouais. Alors, Saïd n'est pas d'accord avec ce que vous dites peut-être à propos de Claude Leroy, non? Non, faut juste préciser, je suis d'accord, mais quand il rajeunit l'équipe comme ça, on se rappelle quand même d'une génération brillante au Togo, Agassa, les frères Haïté, Romao, Adebayor, etc. C'était une génération brillante, mais il y avait des problèmes d'ego, ça tirait pas dans le même sens, il y avait systématiquement des soucis à l'intérieur de cette fédération-là, et l'équipe ne donnait pas, sur le papier elle était belle, mais l'équipe ne donnait pas les résultats escomptés. Mais là, si Claude Leroy décide de rajeunir complètement l'équipe comme il l'a fait contre le Nigeria, il faut partir du principe qu'on est en phase de reconstruction et que les résultats ne seront pas immédiats et que ça va être sur du long terme. C'est comme si une armée partait avec des jeunes appelés. Tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas demander immédiatement les résultats. C'est-à-dire qu'il faudra accepter, à un moment donné, d'avoir des résultats sur le long terme. C'est vrai que le public ne peut pas accepter, mais nous donnons plutôt du temps au temps
parce que... oui, mais pas trop quand même. Jocelyn Gloma, qui est un ex-international, va nous donner aussi son avis là-dessus. Je sais que vous êtes d'accord avec Claude Leroy qui... Non, vous qui êtes entraîneur maintenant, vous pouvez parler en tant que technicien. Souvent, moi, je pense que c'est souvent, il faut arriver à avoir l'association des anciens et de ces jeunes-là pour les amener à grandir. C'est vrai qu'une nation, c'est pas un club. Oui. Voilà, la différence, elle est là. C'est pas un club. On a besoin de résultats, on a besoin de voir briller la nation. Donc, il faut arriver à avoir cette association, c'est-à-dire petit à petit les mettre. Bon, quelquefois, s'il y a une bonne génération, pouvoir mettre un certain nombre, mais il faut avoir ces joueurs-là qui peuvent les encadrer. Oui, mais c'est pas Claude qui a dit aux gens de ne pas venir. Bon, Adebayo est là. Certains ont décidé de ne plus aller en sélection. On ne peut pas les forcer. Bon, maintenant, la porte est ouverte. Ceux qui veulent jouer, ils vont jouer. Entre-temps, il y avait des caprices et autres, mais... Oui, mais attention... Faites attention quand même aux jeunes joueurs qui sont inexpérimentés. On ne le critique pas, Claude, parce que je le connais, il fait du bon boulot, mais on ne le critique pas, mais c'est la manière peut-être dont il forme sa sélection. Bon, ceci dit, il y a des problèmes aussi dans le championnat togolais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'incidents. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la dernière journée du championnat a eu... Il y a beaucoup de violence. Le club d'Abou, je crois, OC, vient d'être... Oui, parce que chaque fois quand il y a des matchs... Sanctionnés, relégués même. Quand il y a des matchs non, quand il y a des matchs à Bossé, il y a toujours de la violence. Ce sont les supporters de Bossé qui pénètrent sur le terrain? Oui, et après, celui qui a été plus commenté, c'est le match Maranatha et Bikenti, où Bikenti a battu Maranatha à la dernière journée à 11-0. Qui pose un problème, parce que sur 12 journées, ce club n'a jamais gagné ou bien mis plus de 2 buts. Mais est-ce que ça oblige les supporters à rentrer sur le terrain, à accueillir des incidents? Ou peut-être même en dehors du... Comment expliquez-vous ça, Zed? Pour nos téléspectateurs, pour qu'on puisse comprendre. Oui, il faut une pédagogie. C'est vrai qu'il y a tellement de tensions, de passion. Même s'il y a les forces de l'ordre, les gens, ils veulent forcément régler leurs problèmes de personne entre dirigeants. Oui, je dis. Et ils s'attaquent aux dirigeants ou aux footballeurs? Aux dirigeants? Aux dirigeants, parce que c'est le dirigeant qui donne des directives et tous ces problèmes-là viennent des constats, parce que la plupart de ces clubs au Togo sont des clubs privés. Ce ne sont pas des sociétés. Donc, on a des présidents omnipotents qui veulent avoir quelque chose et tout de suite, automatiquement, ça agit sur le club. Parce que ça, on ne peut pas comprendre quand un match, la dernière journée de championnat, qu'on peut laisser lever le pied et avoir 11 buts, et comme ça, devant un président. Oui, c'est pas sérieux. Exactement. C'est pas sérieux. OK. Merci, Zep, notre correspondant permanent, en tout cas, suivi de presse qui se passe au Togo. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir en espérant, bien sûr, qu'il n'y aura pas d'autres incidents. Merci, Zep, d'être venu, en tout cas, parce que vous allez nous abandonner dans la troisième partie. On se retrouve tout à l'heure avec Saïd et Jocelyn, puis Joël Montlouis qui reviendra sur le plateau. À tout de suite après la pause.